La marquise Dame Pipi. Et pourquoi que je me retirerais, monsieur? Voulez-vous me dire où je serais mieux qu'ici, où j'aurais plus mes aises et tout le confortable? Et puis toujours du va-et-vient, de la distraction? C'est ce que j'appelle mon petit pari. Mes clients me tiennent au courant de ce qui se passe. Tenez, monsieur, il y en a un qui est sorti, il n'y a pas plus de 5 minutes. C'est un magistrat, tout ce qui est de plus haut placé. Eh bien, monsieur, depuis 8 ans, vous m'entendez bien, tous les jours que Dieu a fait. Sur le coup des 3 heures, il est ici. Toujours poli, jamais un mot plus haut que l'autre, ne salissant jamais rien. Il reste plus d'une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins. Un jour, il n'est pas venu. Sur le moment, je m'en suis pas aperçu, mais le soir, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais ce monsieur n'est pas venu, il est peut-être mort. Ça m'a fait quelque chose, hein, parce que je m'attache quand le monde est bien. Aussi, j'étais bien contente quand je l'ai revu le lendemain. Je lui ai dit, monsieur, il vous est rien arrivé hier? Alors il m'a dit comme ça qu'il ne lui était rien arrivé à lui, que c'était sa femme qui était morte, et qu'il avait été si retourné qu'il n'avait pas pu venir. Oh, il avait l'air triste, assurément, vous comprenez, des gens qui étaient mariés depuis 25 ans. Mais il avait l'air content tout de même de revenir. On sentait qu'il avait été tout dérangé dans ses petites habitudes. Alors j'ai tâché de le remonter, je lui ai dit, il faut pas se laisser aller. Venez comme avant, dans votre chagrin, ça vous fera une petite distraction. Vous ne voulez pas que je vous ouvre une petite cabine? Et comme je refusais, « Non, vous ne voulez pas, ajouta-t-elle avec un sourire. C'est de bon cœur, mais je sais bien que ce sont des besoins qu'il ne suffit pas de ne pas payer pour les avoir. » À ce moment, une femme mal vêtue entra précipitamment qui semblait précisément les éprouver. Mais elle ne faisait pas partie du monde de la marquise, car celle-ci, avec une férocité de snob, lui dit sèchement « Y a rien de libre, madame !»« Est-ce que ce sera long ?» demanda la pauvre dame rouge sous ses fleurs jaunes. « Ah, madame, je vous conseille d'aller ailleurs, car vous voyez, il y a encore ces 2 messieurs qui attendent, » dit-elle en nous montrant, moi et le garde, « et je n'ai qu'un cabinet, les autres sont en réparation. » « Ça a une tête de mauvais payeur, » dit la marquise. « Ce n'est pas le genre d'ici, ce n'a pas de propreté, pas de respect. Il aurait fallu que ce soit moi qui passe 1 heure à nettoyer pour madame. J'en ne regrette pas ces 2 sous. » Un mourant bien portant. Pourquoi ne m'a-t-on pas monté le paquet que monsieur Swann a fait porter? Mais à ce propos, vous savez que maman est très malade, Charles. Jules, qui est allé prendre des nouvelles de monsieur le marquis d'Osmond, est-il revenu? Et il arrive à l'instant, monsieur le duc. On s'attend d'un moment à l'autre à ce que monsieur le marquis ne passe. Ah, il est vivant, s'écria le duc avec un soupir de soulagement. On s'attend vous-même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, nous dit le duc d'un air joyeux. On me le peignait déjà comme mort et enterré. Dans 8 jours, il sera plus gaillard que moi. Ce sont les médecins qui ont dit qu'il ne passerait pas la soirée. L'un voulait revenir dans la nuit. Leur chef a dit que c'était inutile. Monsieur le marquis devrait être mort. Il n'a survécu que grâce à des lavements d'huile camphrée. « Taisez-vous, espèce d'idiot !» cria le duc au comble de la colère. « Qu'est-ce qui vous demande tout ça? Vous n'avez rien compris à ce qu'on vous a dit. » Ce n'est pas à moi, c'est à Jules. « Allez-vous vous taire !» hurla le duc en se tournant vers Swann. « Quel bonheur qu'il soit vivant! Il va reprendre des forces peu à peu. Il est vivant après une crise pareille, c'est déjà une excellente chose. On ne peut pas tout demander à la fois. Ça ne doit pas être désagréable, un petit lavement d'huile camphrée, dit le duc se frottant les mains. Il est vivant, qu'est-ce qu'on veut de plus? Après avoir passé par où il a passé, c'est déjà bien beau. Il est même à envier d'avoir un tempérament pareil. Ah, les malades! On a pour eux des petits soins qu'on ne prend pas pour nous. Il y a ce matin un bougre de cuisinier qui m'a fait un gigot à la sauce béarnaise, réussi à merveille, je le reconnais, mais justement à cause de cela, j'en ai tant pris que je l'ai encore sur l'estomac. Cela n'empêche qu'on ne viendra pas prendre de mes nouvelles comme de mon cher Amanien. On en prend même trop, cela le fatigue. Il faut le laisser souffler. On le tue, cet homme, en envoyant tout le temps chez lui. Rhabillé pour l'hiver.
Croyez-vous que cet impertinent jeune homme, dit-il en me désignant à Madame de Surgis, vient de me demander, sans le moindre souci qu'on doit avoir de cacher ces sortes de besoins, si j'allais chez Madame de Sainte-Verte, c'est-à-dire, je pense, si j'avais la colique. Je tâcherais en tout cas de m'en soulager dans un endroit plus confortable que chez une personne qui, si j'ai bonne mémoire, célébrait son centenaire quand je commençais à aller dans le monde, c'est-à-dire pas chez elle. Et pourtant, qui plus qu'elle serait intéressante à entendre? Que de souvenirs historiques, vus et vécus du temps du Premier Empire et de la Restauration, que d'histoires intimes aussi, qui n'avaient certainement rien de sain, mais devaient être très vertes si l'on en croit la cuisse restée légère de la vénérable gambadeuse. Ce qui m'empêcherait de l'interroger sur ces époques passionnantes, c'est la sensibilité de mon appareil olfactif. La proximité de la dame suffit, je me dis tout d'un coup, oh mon Dieu, on a crevé dans ma fausse d'aisance. C'est simplement la marquise qui, dans quelques buts d'invitation, vient d'ouvrir la bouche. Et vous comprenez que si j'avais le malheur d'aller chez elle, la fausse d'aisance se multiplierait en un formidable tonneau de vidange. Elle porte pourtant un nom mystique qui me fait toujours penser avec jubilation, quoiqu'elle ait passé depuis longtemps la date de son jubilé, à ce stupide vers dit déliquescent. Ah, verte, combien verte était mon âme ce jour-là! Mais il me faut une plus propre verdure. On me dit que l'infatigable marcheuse donne des garden parties, moi j'appellerais ça des invites à se promener dans les égouts. Est-ce que vous allez vous crotter là? Demanda-t-il à Madame de Surgis, qui cette fois se trouva ennuyée. Car voulant feindre de ne pas y aller vis-à-vis du baron, et sachant qu'elle donnerait des jours de sa propre vie plutôt que de manquer la matinée Sainte-Verte, elle s'en tira par une moyenne, c'est-à-dire l'incertitude. Cette incertitude prit une forme si bêtement dilettante et si mesquinement couturière que M. de Charlus, ne craignant pas d'offenser Madame de Surgis, à laquelle pourtant il désirait plaire, se mit à rire pour lui montrer que ça ne prenait pas. « J'admire toujours les gens qui font des projets, dit-elle. Je me décommande souvent au dernier moment. Il y a une question de robe d'été qui peut changer les choses. J'agirai sous l'inspiration du moment. » Pour ma part, j'étais indigné de l'abominable petit discours que venait de tenir M. de Charlus. J'aurais voulu combler de bien la donneuse de garden parties. Malheureusement, dans le monde, comme dans le monde politique, les victimes sont si lâches qu'on ne peut pas en vouloir bien longtemps au bourreau. Madame de Sainte-Verte, qui avait réussi à se dégager de la baie dont nous barrions l'entrée, frôla involontairement le baron en passant et, par un réflexe de snobisme qui annihilait chez elle toute colère, peut-être même dans l'espoir d'une entrée en matière d'un genre dont ce ne devait pas être le premier essai, « Oh, pardon, monsieur de Charlus, j'espère que je ne vous ai pas fait mal !» s'écria-t-elle comme si elle s'agenouillait devant son maître. Celui-ci ne daigna répondre autrement que par un large rire ironique et concéda seulement un bonsoir qui, comme s'il s'apercevait seulement de la présence de la marquise une fois qu'elle l'avait salué la première, était une insulte de plus. Enfin, avec une platitude suprême dont je souffris pour elle, Madame de Sainte-Verte s'approcha de moi et, m'ayant pris à l'écart, me dit à l'oreille « Mais qu'ai-je fait à monsieur de Charlus? On prétend qu'il ne me trouve pas assez chic pour lui !» dit-elle en riant à gorge déployée. Je restai sérieux. D'une part, je trouvais stupide qu'elle eût l'air de croire ou de vouloir faire croire que personne n'était en effet aussi chic qu'elle. D'autre part, les gens qui rient si fort de ce qu'ils disent et qui n'est pas drôle nous dispensent par là, en prenant à leur charge l'hilarité, d'y participer. D'autres assurent qu'il est froissé que je ne l'invite pas, mais il ne m'encourage pas beaucoup. Il a l'air de me bouder. L'expression me parut faible. Les frérots Guermantes. Eh bien, petit frère, dit le duc en arrêtant M. de Charlus et en le prenant tendrement sous le bras. Voilà comment on passe devant son aîné sans même un petit bonjour. Je ne te vois plus, mémé. Et tu ne sais pas comment cela me manque. En cherchant de vieilles lettres, j'en ai justement retrouvé de la pauvre maman, qui sont toutes si tendres pour toi. Merci, Bazin, répondit M. de Charlus d'une voix altérée, car il ne pouvait jamais parler sans émotion de leur mère. Tu devrais te décider à me laisser t'installer un pavillon à Guermantes, reprit le duc. C'est gentil de voir les deux frères si tendres l'un avec l'autre, dit la princesse à Oriane. Ah ça, je ne crois pas qu'on puisse trouver beaucoup de frères comme cela. Je vous inviterai avec lui, me promit-elle. Vous n'êtes pas mal avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à se dire? Ajouta-t-elle d'un ton inquiet, car elle entendait imparfaitement leurs paroles.
Elle avait toujours eu une certaine jalousie du plaisir que M. de Guermantes éprouvait à causer avec son frère d'un passé à distance duquel il tenait un peu sa femme. Rappelle-toi comme nous étions heureux jadis à Guermantes, Reprit le duc en s'adressant à M. de Charlus. si tu y venais quelquefois l'été, nous reprendrions notre bonne vie. Te rappelles-tu le vieux père Courvaux? Pourquoi est-ce que Pascal est troublant? Parce qu'il est Blé, prononça M. de Charlus comme s'il répondait encore à son professeur. Et pourquoi est-ce que Pascal est troublé? Parce qu'il est blanc. Très bien, vous serez reçu, vous aurez certainement une mention, et Madame la Duchesse vous donnera un dictionnaire chinois. Car tu te rappelles, Bazin, à ce moment-là, Bazin, j'avais une toquade de chinois. Je me rappelle mon petit mémé et la vieille potiche que t'avais rapportée Hervé de Saint-Denis, je la vois encore. Tu nous menaçais d'aller passer définitivement ta vie en Chine tant tu étais épris de ce pays. Tu aimais déjà faire de longues vadrouilles. Ah, tu as été un type spécial, car on peut dire qu'en rien tu n'as jamais eu les goûts de tout le monde. Mais à peine avait-il dit ces mots que le duc piqua ce qu'on appelle un soleil, car il connaissait, sinon les mœurs, du moins la réputation de son frère. Comme il ne lui en parlait jamais, il était d'autant plus gêné d'avoir dit quelque chose qui pouvait avoir l'air de s'y rapporter, et plus encore d'avoir paru gêné. Après une seconde de silence, « Qui sait, dit-il pour effacer ses dernières paroles, tu étais peut-être amoureux d'une Chinoise, avant d'aimer tant de blanches, et de leur plaire, si j'en juge par une certaine dame à qui tu as fait bien plaisir ce soir en causant avec elle. Elle était ravie de toi. » Le duc s'était promis de ne pas parler de Madame de Surgis, mais au milieu du désarroi que la gaffe qu'il avait faite venait de jeter dans ses idées, il s'était jeté sur la plus voisine, qui était précisément celle qui ne devait pas paraître dans l'entretien, quoi qu'elle l'eût motivé. Du gratin peu ragoûtant. Quant à tous les petits messieurs qui s'appellent Marquis de Cambremerde ou de Fatferfiche, il n'y a aucune différence entre eux et le dernier piou-piou de votre régiment. Que vous alliez faire pipi chez la comtesse Caca ou Caca chez la baronne Pipi, c'est la même chose. Vous aurez compromis votre réputation et pris un torchon brenneux comme papier hygiénique, ce qui est malpropre. Un mot pour un autre. Ma seconde arrivée à Balbec fut bien différente de la première. Le directeur était venu en personne m'attendre à Pont-à-Couleuvre, répétant combien il tenait à sa clientèle titrée, ce qui me fit craindre qu'il m'anoblit jusqu'à ce que j'eusse compris que dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, titré signifiait simplement attitré. Du reste, au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles langues, il parlait plus mal les anciennes. Il m'annonça qu'il m'avait logé tout en haut de l'hôtel. « J'espère, dit-il, que vous ne verrez pas là un manque d'impolitesse. J'étais ennuyé de vous donner une chambre dont vous êtes indigne, mais je l'ai fait rapport au bruit, parce que comme cela, vous n'aurez personne au-dessus de vous pour vous fatiguer le trépan pour tympan. Soyez tranquille, je ferai fermer les fenêtres pour qu'elles ne battent pas. Là-dessus, je suis intolérable. » Ces mots n'exprimant pas sa pensée, laquelle était qu'on le trouverait toujours inexorable à ce sujet, mais peut-être bien celle de ses valets d'étage. Les chambres étaient d'ailleurs celles du premier séjour. Elles n'étaient pas plus bas, mais j'avais monté dans l'estime du directeur. Je pourrais faire du feu si cela me plaisait, car sur l'ordre des médecins j'étais parti dès Pâques, mais il craignait qu'il n'y eût des fixures dans le plafond. Surtout, attendez toujours pour rallumer une flambée que la précédente soit consommée, pour consumer. Car l'important, c'est d'éviter de ne pas mettre le feu à la cheminée, d'autant plus que pour égayer un peu, j'ai fait placer au-dessus une grande postiche en vieux chine que cela pourrait abîmer. Il m'apprit avec beaucoup de tristesse la mort du bâtonnier de Cherbourg. C'était un vieux routinier, dit-il, probablement pour roublard, et me laissa entendre que sa fin avait été avancée par une vie de déboire, ce qui signifiait de débauche. Déjà depuis quelque temps, je remarquais qu'après le dîner, il s'accroupissait dans le salon, sans doute pour s'assoupissait. Les derniers temps, il était tellement changé que si l'on n'avait pas su que c'était lui, à le voir, il était à peine reconnaissant, pour reconnaissable sans doute. Compensation heureuse, le premier président de camp venait de recevoir la cravache de commandeur de la Légion d'honneur. Sûr et certain qu'il a des capacités, mais paraît qu'on lui a donné, surtout à cause de sa grande impuissance.
On revenait du reste sur cette décoration dans l'Écho de Paris de la veille, dont le directeur n'avait encore lu que le premier paraphe pour paragraphe. La politique de M. Caillot y était bien arrangée. Je trouve du reste qu'ils ont raison, dit-il. Il nous met trop sous la coupole de l'Allemagne, sous la coupe. Comme ce genre de sujet traité par un hôtelier me paraissait ennuyeux, je cessai d'écouter. Extase artistique. Je me fis un plaisir de lui apprendre, mais en m'adressant pour cela à sa belle-mère, comme quand au billard pour atteindre une boule on joue par la bande, que Chopin, bien loin d'être démodé, était le musicien préféré de Debussy. Aussi mes paroles qui venaient de sonner l'heure de la délivrance pour la douairière, mirent-elles dans sa figure une expression de gratitude pour moi et surtout de joie. Je crus qu'elle allait poser sur ma joue ses lèvres moustachues. Comment vous aimez Chopin? Il aime Chopin! Il aime Chopin! S'écria-t-elle dans un asonnement passionné, comme elle aurait dit « Comment vous connaissez aussi Madame de Franctot ?» avec cette différence que mes relations avec Madame de Franctot lui eussent été profondément indifférentes, tandis que ma connaissance de Chopin la jeta dans une sorte de délire artistique. L'hypersécrétion salivaire ne suffit plus. N'ayant même pas essayé de comprendre le rôle de Debussy dans la réinvention de Chopin, elle sentit seulement que mon jugement était favorable. L'enthousiasme musical la saisit. « Élodie! Élodie! Il aime Chopin !» Ses seins se soulevèrent et elle battit l'air de ses bras. « Ah! J'avais bien senti que vous étiez musicien !» s'écria-t-elle. « Je comprends, artiste comme vous êtes, que vous aimiez cela, c'est si beau !» Et sa voix était aussi caillouteuse que si, pour m'exprimer son ardeur pour Chopin, elle eût, imitant Démosthène, rempli sa bouche avec tous les galets de la plage. Enfin le reflux vint, atteignant jusqu'à la voilette qu'elle n'eut pas le temps de mettre à l'abri et qui fut transpercée. Enfin la marquise essuya avec son mouchoir brodé la bave d'écume dont le souvenir de Chopin venait de tremper ses moustaches. Le supplice de Sagnette. Sagnette, que l'interpellation de Brichot avait effrayée, commençait à respirer comme quelqu'un qui a peur de l'orage et qui voit que l'éclair n'a été suivi d'aucun bruit de tonnerre, quand il entendit M. Verdurin le questionner, tout en attachant sur lui un regard qui ne lâchait pas le malheureux tant qu'il parlait, de façon à le décontenancer tout de suite et à ne pas lui permettre de reprendre ses esprits. « Mais vous nous aviez toujours caché que vous fréquentiez les matinées de l'Odéon, Sagnette ?» Tremblant comme une recrue devant un sergent tourmenteur, Sagnette répondit, en donnant à sa phrase les plus petites dimensions qu'il put, afin qu'il eût plus de chance d'échapper au coup. « Une fois à la chercheuse. »« Qu'est-ce qu'il dit ?» hurla M. Verdurin, d'un air à la fois écœuré et furieux, en fronçant les sourcils, comme s'il n'avait pas assez de toute son attention pour comprendre quelque chose d'inintelligible. « D'abord, on ne comprend pas ce que vous dites. Qu'est-ce que vous avez dans la bouche ?» demanda M. Verdurin de plus en plus violent, et faisant allusion au défaut de prononciation de Sagnette. « Pauvre Sagnette, je ne veux pas que vous le rendiez malheureux, » dit Madame Verdurin sur un ton de fausse pitié, et pour ne laisser un doute à personne sur l'intention insolente de son mari. « J'étais à la tâchez de parler clairement, » dit M. Verdurin. « Je ne vous entends même pas. » Presque aucun des fidèles ne se retenait de s'esclaffer, et ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang. Car l'instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules, et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il est admiré. C'est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. « Voyons, ce n'est pas de sa faute, » dit Madame Verdurin. « Ce n'est pas de la mienne non plus, on ne dîne pas en ville quand on ne peut plus articuler. » J'étais à la chercheuse d'esprit de Favart. « Quoi? C'est la chercheuse d'esprit que vous appelez la chercheuse? Ah, c'est magnifique! J'aurais pu chercher 100 ans sans trouver !» s'écria M. Verdurin, qui pourtant aurait jugé du premier coup que quelqu'un n'était pas lettré, artiste, n'en était pas, s'il l'avait entendu dire le titre complet de certaines œuvres. Par exemple, il fallait dire le malade, le bourgeois, et ceux qui auraient ajouté imaginaire ou gentilhomme eussent témoigné qu'il n'était pas de la boutique. De même que dans un salon, quelqu'un prouve qu'il n'est pas du monde en disant « Monsieur de Montesquieu fais en sac » pour Monsieur de Montesquieu.
Mais ce n'est pas si extraordinaire, dit sa nièce essoufflée par l'émotion, mais souriant, quoiqu'il n'en ait pas envie. Madame Verdurin éclata. Oh, si s'écria-t-elle en ricanant. Soyez convaincu que personne au monde n'aurait pu deviner qu'il s'agissait de la chercheuse d'esprit. Monsieur Verdurin reprit d'une voix douce et s'adressant à la fois à sa nièce et à Brichot. C'est une jolie pièce d'ailleurs, la chercheuse d'esprit. Prononcée sur un ton sérieux, cette simple phrase, où on ne pouvait trouver trace de méchanceté, fit à sa nièce autant de bien et excita chez lui autant de gratitude qu'une amabilité. Un futur président. Il n'y a que moi jusqu'ici qui suis resté sur le carreau. On ne peut pas savoir. La chance est dans ma famille. Qui sait si je ne serai pas un jour président de la République? Mais je vous fais babiller. Je n'avais pas dit une seule parole et je commençais à m'endormir en écoutant les siennes. Bonsoir, monsieur. Oh, merci, monsieur. Si tout le monde avait aussi bon cœur que vous, il n'y aurait plus de malheureux. Mais, comme dit ma sœur, il faudra toujours qu'il y en ait pour que maintenant que je suis riche, je puisse un peu les emmerder. Passez-moi l'expression. Bonne nuit, monsieur.